Bien, bonjour à tous et toutes. Soyez les bienvenus dans ce quatrième CM, ce quatrième cours magistral. Ce cours magistral qui aura comme objet les prémices de l'apprentissage de la lecture, ou autrement exprimé, un premier regard sur l'apprentissage de la lecture. Cet apprentissage de la lecture, nous y reviendrons en spécificité maternelle, et puis nous y reviendrons l'année prochaine lorsqu'on étudiera plus précisément la construction de séquences liées à cet apprentissage de la lecture. Donc plutôt des dimensions générales, on va dire, pour ce premier CM. Apprendre à lire. Alors le premier point que vous devez vraiment avoir en tête sur cet apprentissage de la lecture, c'est que si il se fait massivement en CP, si c'est dans le cours préparatoire qu'on apprend véritablement à lire, c'est-à-dire à associer des signes écrits, des graphèmes avec des sons, mais aussi avec des morphèmes, avec des mots, l'entrée dans la lecture et l'entrée dans l'écriture se fait dès la première année du cycle 1. Donc ça, c'est la première idée vraiment que vous devez absolument avoir en tête, c'est qu'un élève qui entre en CP, il sait déjà écrire et il sait déjà lire. Un apprentissage du cycle 1. Quoi comme apprentissage? Évidemment, si le cours d'année de CP, c'est l'année où on va élaborer le système alphabétique, les 26 lettres, les accents sur les lettres, et puis si nous allons associer ces différentes lettres pour fabriquer des syllabes et des mots, si c'est véritablement en CP que se fait l'apprentissage de la lecture, il n'empêche qu'il y a des acquis très très forts dès le cycle 1. Ces acquis, dans quel grand champ se placent-ils? Eh bien, ils se placent tout d'abord dans le champ de la reconnaissance des lettres. Je fais une petite liste de ce que savent les élèves à la fin du cycle 1, et puis dans un deuxième temps, je montrerai comment on a construit ces enseignements-là. Donc, un élève de cycle 1, il sait reconnaître des lettres. Il sait différencier. Le terme qu'on emploie en pédagogie, c'est discriminer. Discriminer, alors la discrimination, ça semble être un terme devenu extrêmement négatif dans notre civilisation, mais c'est comme critique. La critique peut être positive. La critique, c'est le fait d'apporter un regard. La discrimination, c'est la capacité à faire des différences. Tout le cycle 1 consiste à discriminer. Mais discriminer quoi? Discriminer les sons. Faire la différence entre un peu et un te. Voilà, discriminer les sons, c'est savoir faire une différence entre les sons. Mais aussi faire la différence entre un objet de ce type-là et un objet de ce type-là, qui ont effectivement un air de famille très important. Le A majuscule, le H majuscule, ils ont vraiment des similarités. Donc, un élève de cycle 2 qui arrive en CP, il sait différencier les lettres. Que sait-il encore? Il sait lire un ensemble de mots. C'est lire un ensemble de mots. Ces mots, quels sont-ils? Eh bien, c'est les mots liés à son nom. C'est les mots liés. Attendez, je change de stylo. Les mots d'un usage quotidien, les jours, les mois,
l'élève, il sait lire les noms aussi de ses camarades. Je vais vous expliquer dans un instant comment on arrive à cela. Et notre élève, il sait écrire tout un ensemble de mots, là aussi, les précédents, plus des mots spécifiques que l'enseignant a pu lui apprendre au cours des différentes activités qu'il a menées. En tout cas, quand il arrive, notre élève en CP, il a déjà une connaissance de l'alphabet, tant à l'écrit qu'en lecture. Il a surtout aussi deux grands acquis. C'est les fonctions de la lecture, quelques fonctions de la lecture. Autrement dit, il sait à quoi cela sert de lire. Il a vu des individus lire. Il sait, par exemple, que la lecture sert à raconter des histoires. Il sait que la lecture sert à apprendre. Chercher de la connaissance, chercher de l'information. Où est-ce qu'on pourrait savoir comment s'appelle cet arbre que nous avons ici? Ah ben, nous allons regarder dans un livre. Un livre, un imagier. Alors cet arbre-là, vous le voyez ici, cet arbre-là, comment s'appelle-t-il? C'est écrit ici, ça s'appelle un marronnier. Bon, alors ce que nous avons dans la cour, c'est un marronnier. L'élève, il sait que la lecture permet d'acquérir de la connaissance. Ce qu'il a qui va aussi en relation, c'est qu'il a acquis un certain nombre de fonctions de l'écrit. De l'écriture, si vous préférez, ou de l'écrit. À quoi servent en soi les écrits? Ça sert à raconter, ça sert à apprendre, ça sert à laisser des traces. Nous avons fait un petit tableau avec ce que nous avions fait la semaine dernière. L'enseignant a pris des notes et on repart des notes. Lu un ensemble d'informations. On fait des dictées à l'adulte. Des dictées à l'adulte dans lesquelles l'élève nous donne des informations et il nous voit les écrire. Il voit le geste d'écriture, mais aussi il voit les signes de l'écriture. Et puis, que sait-il encore en fin de cycle 1, notre élève? Il sait qu'il y a une association entre les lettres et les sons. Il sait un certain nombre de liaisons grapho-phonologiques. Grapho-phonologiques. Qu'est-ce que c'est qu'une liaison graphonologique? C'est faire mettre en relation le T avec le te, le P avec le pe, le O avec le son O. Il sait qu'il y a un certain nombre de liaisons entre les graphèmes et les phonèmes. Dans le domaine de la lecture et dans le domaine de l'écriture, le cycle 1 constitue les socles dont on a besoin pour comprendre ce qu'est l'écrit, comprendre ce qu'est la lecture. Alors, comment cela se fait-il? Deuxième petit point, l'apprentissage de l'écrit, de la lecture au cycle 1. Comment est-ce qu'on fait? Alors, cette question-là, comment est-ce qu'on fait? Ce sera l'objet de 2 demi-cours à chaque fois. 2 cours sur l'entrée dans l'écrit au CM1, au cycle 1. Cycle 1, c'est le matin aussi pour moi. Les mots ne sont pas toujours à la bonne place. Les yeux pas en face des trous et les mots pas en face de la peau. Donc, l'entrée dans l'écrit au cycle 1, je ferai 4 heures de cours là-dessus, 2 cours, et puis les fonctions de la lecture et de l'écriture en cycle 1, je ferai aussi 4 heures de cours là-dessus. Donc, ce sera complété par la suite. Mais là, je vous montre juste un petit peu le principe de constitution de ces notions-là au cycle 1. Donc, comment apprend-on l'écrit et la lecture au cycle 1? Eh bien, prioritairement à travers les rituels.
Alors, pour ça, j'ai besoin d'une connaissance que vous n'avez pas encore, mais que vous aurez très bientôt. C'est à quoi ressemble une classe de cycle 1. Petite question comme ça, qui est entré dans une classe de maternelle dans les 2-3 années qui viennent de passer? Ah, quand même, vous êtes assez nombreux. Il y a un tiers d'entre vous, un quart d'entre vous qui est entré dans une classe de maternelle. Bon, classe de maternelle, ça ne ressemble en rien à une classe de CP, ni à une classe comme nous les connaissons ici. Une classe de maternelle, c'est un espace. Un espace, et cet espace, il a comme fonction 3 grands champs. Je dirais qu'il y a 3 grandes acquisitions en maternelle qui sont fondamentales. C'est le langage, c'est la numération et c'est l'espace, la motricité. Si on devait résumer le grand apport, l'immense apport du cycle 1 au système éducatif, c'est ça. Les enfants vont entrer dans le langage. Ils vont apprendre à faire des phrases, ils vont apprendre à parler, ils vont apprendre à écrire, ils vont comprendre ce qu'est le système de l'écriture et de la lecture. Ils vont entrer progressivement dans le langage. Cette entrée dans le langage, elle se fait à un rythme qui est un rythme lié à leur développement intellectuel. Par exemple, mais là aussi je ferai un cours sur le langage spécifique au cycle 1, vous avez vu que vous avez des spécificités maternelles dans le programme. Donc il y a les cours qui sont ciblés sur la maternelle. En plan de formation, il y a dans l'UE2 une spécificité maternelle. Le langage, c'est une acquisition relativement lente. Ainsi, on estime qu'un enfant de petite section à 3 ans, il est capable de faire des phrases de 3 mots. Bleu stylo vert, bleu stylo bleu, stylo bleu, camion est cassé. Voilà. 3 phrases, 3 mots. Quand il a 4 ans, on estime qu'il doit être capable de faire des phrases de 5 mots. Je veux le camion bleu. Je veux le camion bleu. Et puis, quand il a 5 ans, fin de cycle 1, il doit être capable de faire des phrases de 7 mots. 3, 5, 7. Voilà, c'est ça un peu l'idée du développement langagier. 3, 5, 7. 3 mots en première année, 5 mots en deuxième année, 7 mots en année suivante. Donc, qu'est-ce que nous avons comme objectif? Nous avons comme objectif, dans cette école maternelle, de le faire entrer dans un langage de plus en plus précis. Ça implique l'acquisition de la structure grammaticale de la langue, la musicalité de la langue. Il y a un rythme du français. Ça implique la prononciation du français et ça implique le vocabulaire. Le deuxième grand champ, c'est la numération. Il y a un premier grand champ de la maternelle, c'est l'entrée dans le langage. Il y a un deuxième grand champ, c'est la numération. Nous sommes dans un monde défini. Ça retombe sur mes articles d'hier, les articles qui sont définis. Il y a 1, il y a 2, il y a 7, il y a 9, il y a 3. Nous sommes dans un monde d'organisation et de description du monde mathématique. Donc les enfants, ils doivent entrer dans ce principe qu'il y a une numération, il y a des nombres, il y a des chiffres, il y a une organisation du monde à partir du langage mathématique. Ça, c'est pour M. Rousset. Je lui laisse la responsabilité de ce domaine-là. Et puis le troisième grand champ, c'est celui de la motricité. La motricité, et ce n'est pas simplement bouger la motricité. Hein. La motricité, c'est prendre conscience que nous sommes dans un espace social. L'enfant de maternelle, on va prendre l'expression qui n'est pas psychologique, mais il est tout seul dans sa tête. Il est tout seul dans son espace. Il joue seul. Il pense en fusion avec ses parents. Il ne dissocie pas les individus qui lui sont proches de lui-même et il ne considère pas les individus qui sont extérieurs à lui comme relevant de son monde. Ça, c'est les psychologues qui vous expliqueront ça dans le développement psychologique de l'enfant. Et le but de ce cycle 1, c'est de lui faire prendre conscience qu'il est dans un environnement à plusieurs dimensions,
profondeur, hauteur, largeur, temps, quatrième dimension, le temps, écoulement du temps. Et puis qu'il est dans un monde social. Il est dans un monde social, à savoir qu'il y a des relations qui doivent s'établir les uns avec les autres. Il n'est pas seul, mais il est en groupe. Donc ça, c'est, si vous voulez, les trois grandes philosophies qui dirigent la maternelle. Entrer dans le langage, entrer dans l'espace social et entrer dans le langage mathématique. Et ces trois actions sont en permanence, ces trois domaines sont en permanence en interaction. Mais nous avons des activités qui permettent progressivement l'accès à ces trois branches. Il y a encore une idée, donc je vais vous montrer à quoi ressemble une classe de cycle 1, faire un petit schéma, mais une dernière idée qu'il faut avoir sur le cycle 1 pour comprendre comment il fonctionne, c'est que nous avons des enfants dont le cerveau mature de mois en mois, grandit, se perfectionne de mois en mois. Et en fonction de la maturation de l'enfant, il est capable d'acquérir un certain nombre de compétences. Mais ces compétences, cette maturation, elle n'est pas ciblée dans un temps précis. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que le 15 décembre, toute une classe d'âge, tous ceux qui ont 4 ans le 15 décembre, ils sauront faire ceci. Ce que je peux dire, c'est qu'entre 3 et 4 ans, entre 4 ans et 4 ans et demi, l'élève doit maîtriser, doit entrer, doit avoir la capacité à prendre conscience de ceci ou cela. Ce qui fait qu'en cycle 1, contrairement aux autres cycles, on ne fait pas les actions une seule fois. En cycle 2, quand nous allons regarder la relation entre la lettre A et le son A, nous allons faire ça un jour, 2 jours, puis par la suite, nous allons manipuler cette information, mais nous n'allons pas refaire la démonstration qu'il y a une relation entre A et A une autre fois ou d'autres fois. Nous allons prendre un contenu, nous allons poser ce contenu dans l'emploi du temps, nous allons épuiser ce contenu, et après, ben voilà, il est acquis, ou il est intermédiaire, mais à un moment donné, il sera acquis, ce sera définitif. En cycle 1, comme on ne sait pas, et si vous êtes 40 ici, je ne sais pas qui, aujourd'hui, a la compétence pour différencier, par exemple, le son A du son O. Alors, je vais faire une activité qui va nous permettre de différencier son A et son O. Et puis, pour ceux qui seront en phase avec cette aptitude-là, eh bien, ils l'obtiendront. Mais dans 15 jours, je la referai, d'une autre forme. Puis dans 15 jours, je la referai. Et dans 15 jours, je la referai. Et je la ferai périodiquement, de sorte que quand votre cerveau sera prêt, quand votre cerveau aura suffisamment maturé, quand il aura suffisamment grandi pour obtenir telle compétence, eh bien cette compétence, elle sera disponible dans l'enseignement que je propose. Voilà pourquoi on parle au cycle 2 et 3 d'une programmation linéaire. Je prends le programme, ça je le mets en première période, ça je le mettrai en deuxième période, ça je le mettrai en février, ça je le mettrai en juin, ça je le mettrai ici, bon, programmation linéaire. Alors qu'en maternelle, on est dans un bain, une programmation, si vous voulez, qui environne l'élève. On va le mettre dans un bain d'informations qui seront des informations répétitives, mais qui, à un moment donné, seront acquises par lui quand il sera en phase, sa maturation sera en phase avec le contenu. Vous verrez, ce sera clair tout à l'heure avec les sons, quand est-ce qu'on acquiert les sons. Donc, ma classe de cycle 1, comment fonctionne-t-elle? Eh bien, elle va fonctionner par espace. Je vais avoir, on va le mettre comme ceci, un point regroupement, à savoir que je vais avoir un lieu dans lequel moi, enseignant, je serai assis ici et je mettrai mes élèves tout autour de moi. Ce coin regroupement, ce sera le coin des rituels, ce sera le coin des activités collectives, ce sera le coin de la lecture, si elle est collective aussi. C'est là que je serai assis, je prendrai un conte, je prendrai un album, et je dirai aux enfants, nous allons
lire une petite histoire, regarder, alors voilà un livre, en fonction de l'écrit, en fonction de la lecture. Le livre, c'est un objet qui contient de l'écriture, qui contient des histoires. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Ben oui, par exemple, ici, il est écrit peau d'âne. Voilà. Peau d'âne, c'est écrit ici. Les élèves, ils voient, ils discriminent, ils voient que sur une page, comme on a une page ici, ben, ici, il y a un dessin, ici, il y a un dessin, et ici, il y a de l'écrit. Ils ne savent pas lire, mais ils entrent progressivement dans la discrimination. Discrimination de l'écrit. Il y a des choses qui sont dessinées, des choses qui sont écrites. Et ce qui est écrit, eh bien, ça appartient à un certain nombre de petits symboles toujours répétés. Donc, j'ai un coin rassemblement. J'ai un coin atelier. J'ai des tables. Et au cours de ma matinée, je vais répartir mes élèves dans des ateliers qui seront des ateliers, un atelier dirigé. Moi, je serai avec mes 4 élèves, 5 élèves autour de cette table-là, et je leur apprendrai à faire quelque chose, je leur apprendrai des connaissances précises. Et mes autres élèves, ils seront répartis dans des ateliers qu'on appelle en autonomie, des ateliers dans lesquels ils agiront, des ateliers dans lesquels ils appliqueront, des ateliers dans lesquels ils exécuteront des tâches simples en relation avec ce que nous avons vu antérieurement. Les rituels, c'est, on va dire, 8h40, 9h. Voilà, maxi une demi-heure. Ils sont petits, concentrés, c'est trop difficile. Ensuite, on a une phase d'atelier de 9h à 9h30. Les élèves vont donc être avec vous pour apprendre quelque chose. Et puis sinon, ils vont être répartis dans des tables, sur des tables dans lesquelles ils agiront tout seuls. 8h jusqu'à 10h, un petit peu de passage dans la salle de motricité. On va aller sauter, on va aller courir, on va aller attraper des foulards, on va grimper, on va expérimenter le monde physique qui est autour de nous. Alors, c'est des horaires un peu théoriques parce qu'en fait, ce qui décide beaucoup de la matinée d'un cycle 1, c'est la disponibilité de la salle de motricité. Et si vous avez 3 classes dans l'école, eh bien, tout le monde ne peut pas être à 10h dans la salle de motricité. Donc, certains, ils sont à 9h30, d'autres, ils sont à 10h, d'autres, ils sont à 10h30. Alors, il faut ajuster en fonction du planning. Récréation, 10h30. Et puis, il nous reste 1 heure. Cette heure, que fait-on? Eh bien, en général, on fait une rotation d'ateliers. Les élèves étaient en atelier pendant une demi-heure. Le groupe vert était ici, le bleu ici, le jaune là. Rotation, renouveau atelier, jusqu'à 11h. Et puis de 11h à midi, coin regroupement. On va de nouveau apprendre une chanson, faire une petite activité de lecture, faire une petite découverte collective. Donc c'est ça le planning un petit peu d'une matinée de cycle 1. Et ce planning est organisé comme cela parce qu'il permet justement d'entrer dans les 3 grandes compétences de la maternelle, le langage, la numération et l'espace. La sociabilisation de l'élève. Socialisation de l'élève. Je vais vous donner une petite anecdote amusante. On a eu comme inspecteur d'académie dans le territoire de Belfort et puis comme prof ici à l'INSPE il y a une trentaine d'années, on a eu un des très grands pédagogues que la France ait connu, qui s'appelait Louis Legrand. Louis Legrand, il a été directeur de l'Institut national de pédagogie, il a été directeur des programmes au ministère de l'Éducation nationale, bon, et puis il était prof ici. Et en 1981, il était directeur de l'Institut national de pédagogie, et puis il fait un discours devant des parents dans lequel il dit que l'objectif de l'école, c'est de socialiser les enfants. Et c'était en 81. Donc les socialistes venaient d'être élus à la présidence pour la première fois. Et il racontait que toute la salle s'est mise à le siffler.
Voilà. Qu'est-ce que c'est l'objet de l'école? C'est de rendre les enfants socialistes. Donc, plutôt que socialisation, qui est le mot normal, on utilise plutôt sociabilisation, sociabiliser. Ça élimine ce mot de socialiste, socialisation. Alors, ce qui permet, dans ce planning, d'entrer dans les grands apprentissages. Bien évidemment, la partie finale de regroupement, c'est là où se transmettent bien, les représentations de l'écrit, par exemple, les représentations de la lecture, la narration. La motricité, ça se comprend tout seul, mais nous avons aussi la part de rituel. Et ce sera donc le dernier petit point de cette présentation un peu globale. La phase de rituel, c'est là que se construit les fonctions de l'écrit, le langage mathématique et une grande part de la lecture-écriture. Pourquoi? Les rituels, qu'est-ce que c'est? En apparence, ce sont, alors c'est déjà la définition, ce sont des activités toujours répétées. Un rituel, c'est quelque chose que l'on fait toujours à l'identique. Le matin, je vérifie que toutes les lumières sont éteintes avant de sortir de chez moi, je fais tout le tour. Rituel. L'activité est toujours répétée. À l'école, les rituels les plus importants, c'est vérifier les présences, c'est dire le jour, et puis les enseignants peuvent en rajouter quelques-uns. Ça peut être regarder le temps qu'il fait, ça peut être dire quelques mots en anglais, comment ça, l'introduction des langues, bon, plusieurs rituels. Mais ces deux-là sont les plus importants. Et pourquoi? Mais parce qu'ils entrent dans le langage écrit et dans le langage mathématique. Vérifier les présences n'a absolument aucun rapport avec savoir qui est présent ou pas. De même que dire le jour n'a aucun rapport avec savoir si on est lundi ou vendredi. Ce dont il s'agit ici, c'est de construire les apprentissages des élèves. Pourquoi? Comment se passe la vérification des présents? Eh bien, sur votre porte de classe, vous avez créé des étiquettes et ces étiquettes, elles combinent plusieurs informations. Il y a le portrait de l'élève, une photo que vous avez demandé aux parents que vous avez prise, plus leur nom écrit en majuscule. Et en général, en début de maternelle, on a fait quelque chose un signe de reconnaissance sur l'initiale. Elle est en gros, elle est en vert, elle est en rouge, elle est blanche. Les élèves, en arrivant dans la classe, ils prennent cette étiquette et ils la collent sur le tableau. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à faire en sorte que l'élève s'habitue au fait qu'il y ait une relation entre son identité à lui et une formulation magique, une écriture, qui est l'écriture de son nom avec émergence d'un phénomène particulier qui est que ça commence par une lettre. Quand à 8h40 commence la classe, eh bien, vous avez sur votre tableau tout un ensemble d'étiquettes avec tous les noms des présents. Et par extension, eh bien, vous avez des étiquettes qui sont les étiquettes des absents. Et c'est là que commence l'apprentissage. Nous en avons 3 qui sont absents. Alors d'abord, combien en a-t-on d'absents? Combien en a-t-on d'absents? Ben, c'est l'entrée dans la numération. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ben, ça, c'est 1. Ça, c'est 1 aussi. Ben, ça, c'est encore 1. Il y a des absents, il y en a 1, 1, 1. Comment est-ce qu'on peut schématiser ce 1, 1, 1? Ben, avec des doigts. Alors, il y a 1 là, et puis il y a 1 là, et puis il y a 1 là. Voilà, ça fait effectivement 3. On peut le faire aussi comme ça. Comment peut-on schématiser le fait qu'il y a des absents et leur nom? On utilise des briques.
On utilise des associations. Ça, c'est le champ de M. Rousset, il vous expliquera ça, à savoir le fait qu'on essaie de transférer un objet sur un autre. Ici, on a 3 étiquettes. Si je voulais ces 3 étiquettes les représenter avec ceci, combien il m'en faudrait? Pour un élève de maternelle, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que je vais mettre un stylo sur celui-là, un stylo sur celui-là, un stylo sur celui-là. Non, ce n'est pas évident du tout. Donc, cette histoire de présent-absent, ce n'est pas du tout pour savoir combien ils sont. C'est pour en faire entrer par une activité mécanique les élèves dans le monde de la numération. Et plus encore, c'est le faire entrer dans l'écrit. Parce que vous voyez, là, il y a un Fabien qui est absent. Qui peut me lire le nom de l'absent? Ils ne savent pas lire. Mais ils peuvent mettre en place des stratégies. Et les stratégies, qu'est-ce que c'est? C'est de s'apercevoir que celui qui est absent, il a la même lettre que moi. Il a la même lettre que moi. Mais alors, comment elle se prononce, cette lettre qui commence mon nom? Laurent. Alors moi, c'est un peu difficile parce qu'il y a le FLE qui n'est pas très facile à discriminer. Mais bon, ça feu. Feu. Je cherche un élève dont le nom commence par feu. Alors, quand ils sont 25, ils se connaissent au bout d'un certain temps. Quel est l'élève dont le nom commence par feu, qui n'est pas moi? On va finir par trouver. Et puis le deuxième, c'est Sandra. Ah, Sandra. Par quoi commence son nom à cette absence? C'est ce dessin-là. Qui l'a cette lettre-là dans son nom? Sandrine, elle l'a. Sandrine, elle dit, moi je l'ai. Se prononce comment? Sandrine. C'est ce. On cherche quelqu'un qui s'appelle ce quelque chose. Et cette présence, cette énumération des présents, c'est en fait la vraie entrée dans le système de lecture et d'écriture de l'école maternelle. C'est dans le rituel. Vous voyez, quelqu'un qui penserait qu'on fait la liste des présents et des absents pour savoir qui est là, qui n'est pas là, il n'aurait rien compris au rituel. Le rituel, il se sert du présent absent pour entrer dans un savoir particulier, dans un apprentissage particulier. Cet apprentissage, eh bien, c'est reconnaître des lettres, c'est voir qu'il y a une fonction de lecture et de l'écriture, savoir qui est là, qui n'est pas là. C'est savoir écrire des mots. Ah ben, mon mot à moi, il commence par ça. Discriminer des lettres, faire de la liaison entre les sons et les lettres. Moi, ça commence par feu, toi, ça commence par te, lui, ça commence par je, etc. Voilà pourquoi les étiquettes, au fur et à mesure de l'école primaire, maternelle, pardon, elles évoluent. Elles commencent comme ça avec une photo. Ensuite, on supprimera la photo. L'élève saura retrouver son étiquette parce qu'il saura lire son nom, il saura repérer, discriminer, etc. Il y a le F. Et puis ça finira de manière tout à fait simple avec son nom écrit, d'une couleur unique. Il saura, dans une liste de 25 étiquettes, où il y a 25 noms écrits, il saura repérer quel est son nom. Et déterminer le jour et le mois, c'est aussi une activité qui est une activité d'écriture. Quel jour sommes-nous? Nous sommes mardi. Mardi. Il est écrit ici le mardi. L'étiquette mardi. Quel jour c'est? Quel jour c'est? Ça commence par quoi? Bon, qui a cette lettre-là? Mathieu. Mathieu. Alors, ça pourrait être quoi comme jour? On détermine le mois, le jour, en montrant que la lecture, c'est une stratégie. Une stratégie qui consiste à discriminer des objets et essayer de s'appuyer sur ce que l'on sait. Et puis, le jour et la date, c'est aussi très important pour ce qui relève de la numération. Nous sommes le mardi 10 octobre. On va 10, qu'est-ce que c'est que 10? Comment ça s'écrit? Ça, c'est l'aspect numération. Voilà pourquoi un élève qui sort de cycle 1, eh bien, il sait reconnaître des lettres et de très nombreuses lettres. Il sait lire des mots, son nom, les jours de la semaine, les mois et beaucoup d'autres dont on a pu avoir besoin. Il sait des fonctions de l'écrit et de la lecture, à quoi ça sert, et il sait faire des liaisons graphophonologiques. Donc le temps des rituels est très important pour l'entrée dans l'écrit et la lecture.
Le temps des ateliers aussi. Pourquoi? Parce qu'un atelier, moi je suis enseignant avec ce groupe de 5 élèves là. Je leur apprends tout un ensemble de choses. Je vous ferai aussi des cours où les PEMF vous feront sur comment on organise les ateliers les uns par rapport aux autres, lesquels sont en atelier dirigé, lesquels sont en atelier en autonomie. Là, j'ai 4 élèves autour de cette table-là, 4 autour de celle-là, 4 autour de celle-là. Qu'est-ce qu'ils font ces 4 élèves? Ils réinvestissent. Donc, par exemple, l'élève de cette table-là, il aura un gros F sur une feuille. Et puis, ce gros F, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois, il va mettre des points dedans. Une fois, il va faire des traits autour. Ça lui apprendra la délimitation de l'espace. Ça lui apprendra la régularité, la linéarité. Une fois, il va coller des objets, des gommettes tout autour. Mais surtout, ce que ça va lui apprendre, c'est que le F, il ressemble à ça. Il va s'habituer à l'écriture propre de la lettre, des lettres de son nom. Donc, les ateliers, c'est des ateliers de réinvestissement des informations écrites, entre autres, numérales, spatiales, motrices, que les élèves doivent apprendre. Et puis, dans les moments de rassemblement, on a aussi encore tout un ensemble d'activités qui vont faire entrer les élèves dans le monde de l'écrit et de la lecture. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on leur lisait des albums en leur montrant les écrits, les images, mais on a des activités aussi de dictée. Vous allez me dicter une petite phrase sur ce que fait Blanche-Neige. Alors un élève va dire Blanche-Neige voit le chasseur. Vous allez écrire Blanche-Neige. Vous allez écrire. Et l'élève va voir, dans ses dictées à l'adulte, il va voir ce qu'est la relation entre le son, Blanche-Neige voit le chasseur, une seconde, il s'appire ça, Blanche-Neige voit le chasseur, et ça met 15 secondes à écrire. Blanche-Neige, de même que le prénom, il est fait d'éléments qui se suivent, tout ce qu'on dit est fait d'éléments qui se suivent. Prise de conscience qu'il y a une relation entre l'écrit et l'oral, prise de conscience du fait qu'il y a des relations graphophonologiques, mais aussi des manières de lire et d'écrire. Donc la grande idée que vous devez avoir pour commencer dans cet apprentissage de la lecture, c'est qu'un élève de CP n'est pas du tout neutre. On a des élèves qui arrivent en CP qui savent écrire en cursive. C'est-à-dire qu'ils savent écrire à la main, pas seulement des majuscules, mais des mots entiers ou des phrases entières. On a des élèves qui maîtrisent la totalité de l'alphabet, avec la prononciation, on va dire, normalisée de chaque lettre. Un son, une lettre. On a des élèves qui nécessairement doivent savoir lire leur nom et l'écrire. Donc, nous n'avons pas des élèves qui sont neutres. Nous avons des élèves qui ont déjà tout un ensemble d'acquis au terme du cycle 1. Reste que, évidemment, au cycle 2, c'est le moment, ce cycle 2, au cours duquel nous allons généraliser la relation graphophonologique. Alors, quelques idées sur la graphophonologie. Les termes, vous les connaissez maintenant, merci mes premiers CM, graphique, graphème, phonologie, les sons, phonème, graphème, phonème. Il y a une relation entre les lettres et les sons. Relation entre les lettres et les sons. Pour pouvoir amener cette relation entre les lettres et les sons, il faut être capable de faire une double discrimination sonore, phonétique, et une discrimination visuelle. Discrimination sonore, phonétique,
discrimination visuelle. Si vous voulez apprendre à un élève qu'il y a une relation entre ce dessin-là et ce son-là, peu, P, peu, il faut évidemment que vous soyez assuré que l'élève est capable de faire la différence entre des formes extrêmement voisines, visuelles, il est capable de repérer les distinctions qui existent entre tous ces éléments-là. Le Q, le B minuscule, le B majuscule, le P, est-ce que l'élève est capable de repérer la différence qui existe entre ces éléments-là? Et de façon identique, est-ce qu'il est capable de discriminer les sons voisins? Je vous avais dit, je crois, lors d'un de mes cours, que le P, c'était un son qu'on appelle occlusif. Occlusif, à savoir qu'il a besoin de la fermeture des lèvres, la pression de l'air derrière les lèvres et de son échappée soudaine pour pouvoir fabriquer la fréquence de l'air qui est du P. P, B, P, T, le T, la bouche reste ouverte. C'est avec les dents que se fait le T, l'appui de la pointe de la langue sur les dents du haut. T. Alors que pour peu et be, fermez les lèvres. Donc, est-ce que l'élève est capable de faire de la discrimination sonore, de la discrimination visuelle? Toute activité d'entrée dans la lecture devra vérifier d'abord la capacité à l'élève à discriminer de manière sonore les sons. Et cela est un petit peu problématique parce que les élèves n'acquièrent pas les sons à un rythme qui est tout à fait normalisé. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas dire que le 15 septembre de l'année X, tout le monde saura le son che. Les sons, ils s'acquièrent sur une certaine durée. Vous avez sur Moodle, vous avez dans l'UE2 apprentissage fondamentaux, vous avez un dossier qui s'appelle CM3 apprentissage de la lecture. Et dedans, vous avez un ensemble de fichiers, dont celui que je vous ici, qui s'appelle tout simplement apprentissage de la lecture. Ce document, il nous montre l'âge de l'élève, de 2 ans à 7 ans, et les différents phonèmes. Et non pas l'âge où les élèves maîtrisent les phonèmes, mais la période au cours de laquelle on espère qu'ils la maîtrisent. Donc, si je prends un élève qui entre en maternelle, le son A, il l'aura depuis le début. Le son I, le son I, potentiellement pas. I, ou, O, E, ils l'acquerront de toute façon dans le cours de la petite section maternelle. Mais quand? Eh bien, dans le cours de la petite section maternelle, entre 3 et 4 ans. Le E, le E, le U, le AN, le 1, le ON un peu avant, début de grande section maternelle. Donc, inutile d'essayer d'apprendre à des maternelles petites sections à prononcer les U correctement ou à discriminer les U, discriminer les AN et les 1. Parce qu'il y en a toujours 2 qui seront en avance sur le point de vue phonologique, qui vont tout de suite saisir la chose. Mais vous avez 25 élèves, les 23 autres, ils ne sont théoriquement pas tout à fait en situation d'apprendre. Ils peuvent pour une grande part d'entre eux, mais certains ne conscientiseront la différence entre les AN, les 1, les U, que quand ils seront en moyenne section maternelle. Voilà pourquoi, dans cette année petite section maternelle, on fera des activités qui seront répétitives, qui amèneront successivement la notion selon plusieurs biais. Puis à un moment donné, l'oreille sera ouverte, le cerveau sera prêt à recevoir cette information-là, et elle sera acquise. Si je prends les
pe, te, que, be, de, que. Le be est un petit peu plus tôt, 3 ans et demi. Mais on peut aller jusqu'à 5 ans et demi, à la moitié de la grande section maternelle. Et puis, si je prends les plus difficiles, qui sont les re, les le, les j, les je, pardon, les che, les e, les se, les ve, les fe, là, 6, 7, là, on est en CE1. On est en CE1. Voilà pourquoi c'est une remarque en général que je fais. La détection de la dyslexie, elle ne se fait pas en cycle 2. Elle peut se faire en cycle 2. Mais c'est plutôt en cycle 3 qu'on se demande si les élèves n'ont pas quand même des difficultés au point de vue phonologique. Pourquoi? Parce que jusqu'à 7 ans et demi, c'est-à-dire le CE1, un élève peut légitimement, sans avoir de retard, confondre les re et les le. Le nar, au lieu du renard, le renard. Et ce n'est pas parce qu'il est dyslexique, c'est parce que son cerveau mature petit à petit. Autrement exprimé, impossible de travailler sur la dyslexie avant le CE1 aussi. Parce qu'on peut mettre en place des activités phonologiques, on doit, mais on ne peut pas considérer que l'élève a des déficiences avant cet âge-là. Pour que l'élève puisse apprendre la discrimination entre les lettres et les sons, il faut qu'il ait acquis les sons. Une séance d'apprentissage de la lecture commence par une discrimination sonore du son pour que vous voyez un petit peu qui sait, qui ne sait pas prononcer tel ou tel son. Vous prenez un manuel de CP. Quels sont les derniers sons de la dernière partie du manuel? Ben, c'est ve, se, ze, che, ye, le, re. Pourquoi? Ben, parce qu'on fait ça en 3e, 4e période, 5e période. On fait ça en mai, on fait ça en juin. On repousse ça au maximum parce que c'est là, à ce moment-là seulement, on est sûr que tous les élèves pourront discriminer. Et ça donne donc des très grands écarts assez stressants pour les élèves entre ceux qui tout de suite arrivent en connaissant un certain nombre d'éléments, tous ceux dont le prénom commence par che, par ye, par ge, maîtrisent ces sons-là, et l'élève d'à côté peut ne pas maîtriser. Donc les élèves sont très inégaux de ce point de vue-là. Donc c'est une certaine difficulté. Donc discrimination sonore, il y a une organisation des sons en relation avec la compétence cérébrale, les compétences de discrimination, il faut en tenir compte dans l'enseignement. On vous donne une page de manuel, c'est le son che. Comment enseigneriez-vous le son che à vos élèves de CP? Ben, la remarque à faire, c'est qu'ils ont sans doute acquis tout un ensemble d'éléments pour certains au cycle 1, ils savent tout un ensemble de choses, mais qu'en tout cas, on est plutôt à la fin, enfin, dans la dernière salve de l'acquisition des phonèmes pour la classe de CP, à cause de ce tableau-là. Donc, ce n'est pas la peine de l'apprendre par cœur, ce tableau-là, il faut juste avoir quelques exemples et avoir une idée de son principe, et puis se dire qu'il y a quand même une répartition de sons plutôt difficiles, de sons acquis quand on arrive dessus en maternelle et quand on arrive en cycle 2. Là aussi, c'est les CM de premier semestre de Master 2 sont consacrés à la phonologie. Donc j'y reviendrai beaucoup. Donc pour entrer dans la graphophonologie, nécessité d'avoir fait de la distinction sonore. Et puis, distinction visuelle. Distinction visuelle. On commencera, quand on étudiera une lettre, par observer cette lettre, observer son fonctionnement, son écriture, son apparence, ses apparences. On commencera par regarder précisément à quoi elle ressemble.
Pour l'instant, est-ce que vous avez des questions sur lesquelles vous voudriez que je donne des précisions ou est-ce que... Alors, point numéro 4, discrimination, point numéro 3. Point numéro 4, les mécanismes de lecture. Mécanismes de lecture. La lecture et l'écriture ne sont pas des données innées de l'homme. Ce ne sont pas des données innées. Qu'est-ce que j'appelle des données innées? Eh bien, ce n'est pas comme le langage. Le langage, c'est une aptitude cérébrale. Le langage, c'est une capacité que l'homme possède du fait de son organisation cérébrale. C'est une aptitude, le langage. Vous prenez un chinois, un japonais, un français, un allemand, vous prenez surtout un individu qui parle les langues liées à cela, un locuteur du mandarin, un locuteur du français, un locuteur de l'allemand. Comment fait-il pour communiquer avec ses semblables? Il utilise des zones du cerveau qui ne servent qu'à ça. En tout cas, des zones qui, chez tout le monde, servent à la même activité. La zone de Broca, ici, la production, la zone de Wernicke, ici, la compréhension. Un humain, depuis qu'il y a des humains, un Homo sapiens sapiens, il parle comme vous et moi. L'écriture, ce n'est pas du tout la même chose. L'écriture, ce n'est pas du tout la même chose parce que ce n'est pas une activité biologique de l'humain. Ce n'est pas une activité qui est une activité liée au fonctionnement inné et universel du langage. L'écriture, c'est une invention de l'homme. C'est une invention de l'homme. On va voir si vous suivez mes cours. Quand est-ce que je vous ai dit qu'on a inventé l'écriture? C'était la semaine dernière que je vous ai dit ça. C'est ce qui termine la préhistoire. La préhistoire se termine avec l'invention de l'écriture. On est en 3700. 3700. Avant Jésus-Christ. 3700 avant Jésus-Christ. Il y a 5000 ans. Près de 6000 ans. Près de 6000 ans. Quel est le principe de l'écriture? Le principe de l'écriture, c'est un principe qui consiste à essayer de laisser des traces. Et nous sommes un petit groupe humain. Nous sommes 50. Nous allons nous répartir en fonction de la manière dont nous comprenons le monde. Nous allons nous répartir à quelques fonctions. Certains d'entre vous seront plutôt agriculteurs, d'autres seront plutôt liés à la défense, l'un n'empêchant pas l'autre. Certains auront plutôt une fonction d'intercession de l'homme avec la nature, de l'homme avec des divinités. On appellera ça des sorciers, on appellera ça des chamans, on appellera ça des prêtres. D'autres auront plutôt une fonction d'organisation, on appellera ça plutôt des chefs. Donc, nous avons des fonctions. Très rapidement, quand les groupes humains ont commencé à s'agrandir, la gestion au quotidien du fonctionnement humain a eu besoin de laisser des traces. Je vais vous donner un exemple tout simple, c'est que moi qui suis chef, je dois me nourrir alors que je ne suis pas agriculteur, et je dois nourrir le chaman, le prêtre, le sorcier, qui lui aussi ne fait rien d'autre que parler aux esprits. Comment je vais faire? Eh bien, je vais instaurer des systèmes de partage. Vous qui cultivez la terre, vous allez me donner de quoi nous nourrir, nous, moi, le chef, le sorcier, puis éventuellement tous ceux qui montent la garde tout autour pour se protéger. Donc, je vais aller chez vous, et vous, je sais que vous possédez 3 poules, 2 chèvres et une vache. Donc, je vais vous dire, vous allez me donner une poule. Puis vous, qui possédez 2 poules, 2 chèvres et une vache, je vais vous dire, vous allez me donner ça, et ça, et ça, et ça. Et nous sommes 40. Donc, je vais, au bout du compte, tout de même, on a grandi ensemble, je sais qui fait quoi. Quand on est 500, quand on est 5000, quand on est 50 000, la régularité des connaissances comme ça pose problème. Voilà pourquoi c'est à l'endroit où finalement on a inventé l'agriculture, donc en Mésopotamie, l'actuel Irak,
que se sont inventées les villes. C'est quand on s'est sédentarisé, quand on est resté au même endroit, quand on a pu rester au même endroit et manger tous les jours grâce à la terre qui faisait pousser divers objets comestibles, qu'on a pu s'installer, rester à demeure, ne plus être chasseur-cueilleur. Et puis une fois qu'on a eu des villes, c'est là qu'on a eu besoin d'un système pour garder des traces. Et les premières écritures de Mésopotamie que nous avons trouvées, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des tablettes d'argile sur lesquelles il y a des signes. Et ces signes, quels sont-ils? Eh bien, c'est des relevés comptables. C'est un système de numération et c'est un système d'objets. Voilà. Là, par exemple, on a 3 pétacornes. Donc, celui qui a fait la tablette, il sait qu'il allait chez l'un d'entre vous et puis qu'il a pris 3 vaches ou 3 quintals de blé ou 3 ceci ou 3 cela. L'écriture, elle servait à quoi? L'écriture, elle a servi à garder des traces comptables des informations dont nous avons besoin pour faire fonctionner le monde social qui nous entoure. Donc, on a inventé l'écriture parce qu'on avait besoin d'un outil. On a inventé la roue parce qu'on avait besoin d'un outil qui ressemble à ça. On a inventé la pierre taillée parce qu'on avait un besoin d'un outil qui coupe. On a inventé la voiture à essence parce qu'on avait besoin d'un outil qui... Voilà. Et l'écriture, c'est un outil. C'est un outil qui a une première fonction très importante, qui est celle de la comptabilité. Cet outil, nous l'avons inventé avec notre capacité d'Homo sapiens à inventer des objets. Et cet outil, il se trouve mobilisé un certain nombre de parties du corps. Nous avons une partie cérébrale et évidemment une partie physique, physiologique, disais-je, pour le langage, qui intervient dans l'écriture. C'est une invention humaine d'écriture. Elle utilisera donc prioritairement les parties du corps qui servent à la manipulation des objets physiques. Un tournevis, un marteau, une épée, une lance, une scie, une plume de canard, un stylet. Bon, c'est une activité manuelle. Activité manuelle quant au physique. Mais sur le cerveau, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Parce que le cerveau humain, c'est, quand on a inventé l'écriture, spécialisé. Spécialisé. Autrement exprimé, quand on prend un cerveau humain comme ça, hein, ce modo, ce cerveau humain, chez tous les humains, il sert à voir, il sert à parler, il sert à sentir, il sert à écouter, il sert à penser, il sert à... Voilà. Il a des fonctions, et différentes parties ont différentes fonctions. Mais quand on a inventé l'écriture, eh bien, il y a une partie de ce cerveau-là qui s'est spécialisée dans l'activité qui est l'activité de lecture et dans l'activité d'écriture. Quelle partie? Ce qu'on appelle le gyrus fusiforme, ici. Gyrus fusiforme. Donc, c'est là. C'est la partie inférieure du cerveau. Le cerveau humain, il fonctionne pour tous les besoins d'action, de compréhension que l'humain a. Puis le cerveau humain, il se spécialise en fonction des inventions successives que nous avons. Je vais vous donner un exemple sur lequel on n'a pas de réponse particulière, mais qui vous fera comprendre le principe. Vous avez passé le permis de conduire.
ce permis de conduire, la première heure de conduite que vous avez fait, la 20e heure de conduite que vous avez fait, vous étiez accroché à votre volant, vous étiez les yeux papillonnants partout pour regarder, et puis vous donniez l'ordre à vos jambes d'aller tripoter les pédales, et au bras de chercher de manière angoissée le levier de vitesse. Il y a une zone du cerveau, il y a des zones du cerveau qui, quand on est en train de conduire, nécessitent la jonction de la vue, de la motricité des jambes et de la motricité des bras. C'est une activité très particulière, la conduite, où on est assis avec des mouvements mécaniques du bras, très limités, des mouvements spéciaux des yeux qui repèrent un certain nombre d'indices, les panneaux, les autres véhicules, les passants, la forme de la route, et des mouvements très limités du bras pour rester sur la route. Donc le cerveau, quand on est en situation de conduite, il mobilise un certain nombre des zones du cerveau pour les spécialiser. La conduite, ça implique le fonctionnement de zones spéciales du cerveau. Évidemment, l'homme de Cro-Magnon n'utilisait pas de cette façon-là son cerveau. Il n'était pas assis sur une pierre en remuant les jambes et en bougeant les bras. Non, c'est quand on a appris à conduire que le cerveau a acquis des capacités de relation entre ces différentes parties. Il a spécialisé des zones pour la conduite. Eh bien, c'est la même chose pour ce gyrus fusiforme gauche. J'ai dit qu'il était là, en fait, il est là. Gyrus fusiforme gauche, qui est la zone dont se sert le cerveau pour lire. Et, comme vous le voyez ici, il est relié à l'arrière du crâne. Pourquoi? Parce que l'arrière du crâne, c'est le cortex visuel. C'est la vue. Cette zone, elle a des caractéristiques. Elle a des caractéristiques très importantes. Dans la littérature scientifique, on l'appelle, comme nous sommes dans un monde où la recherche sur le cerveau était une recherche très anglo-saxonne, on l'appelle VWFA, Visual Word Form Array, la zone de reconnaissance visuelle de la forme des mots. La zone de la reconnaissance visuelle de la forme des mots. Vous avez un mot ici, la vue le voit, les yeux le voient, et cette zone du cerveau qui s'appelle donc le gyrus fusiforme gauche, il va entreprendre la reconnaissance visuelle de la forme de ce mot-là. Elle a un certain nombre de spécificités, donc ça c'est dans mon cours, hein, c'est pour votre information. Elle a une particularité, c'est qu'elle s'active très rapidement. C'est-à-dire que quand on voit un mot apparaître, la zone se met en fonctionnement entre 150 et 200 millisecondes après qu'on ait montré le mot. Comment on fait ça? Comment c'est ça? Eh bien, on vous prend tous, les 40 que vous êtes, on vous met dans un scanner. Et puis, on vous dit, voilà, voilà un mot. Et puis, on regarde le fonctionnement du cerveau grâce au scanner, l'irrigation du cerveau, les relations chimiques électriques et chimiques qui se font dans le cerveau, et on s'aperçoit que, eh bien, tous, quand vous avez vu le mot apparaître, la zone s'est activée à peu près 150 millisecondes après l'apparition du mot. La deuxième caractéristique de ce fonctionnement, c'est que c'est vraiment une zone visuelle. Elle ne marche pas à l'oral. Vous entendez des mots, la zone est au repos. Mais dès que vous les voyez, elle s'active. Donc c'est une spécialisation qui est une spécialisation de lecture et non pas du tout une spécialisation de la zone liée au langage. C'est la vue qui active. La troisième, c'est qu'elle démarre automatiquement. Elle démarre automatiquement, comme la vue. Hein. D'ailleurs, combien de fois vous allez vous retrouver devant un film où une scène absolument dégoûtante apparaît et que vous aimeriez bien ne pas l'avoir vue. Regardez au plafond, au sol, ou quand l'alien sort du corps et gicle partout, voilà. Non, quand un mot apparaît devant nous,
on ne peut pas s'empêcher de la lire, parce que le cerveau fonctionne indépendamment de notre volonté. Donc, elle apparaît. C'est le principe de la publicité. Pourquoi y a-t-il tant de publicité autour des routes? Parce que les publicitaires savent que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement que lire leur publicité. Vous voyez le panneau, vous dites « je ne vais pas lire », sauf que le cerveau lit à votre place. Vous voyez toutes les pubs, parce que la zone s'active automatiquement. Et puis, encore une autre caractéristique là, qui est très importante, c'est que la zone s'active de reconnaissance indépendamment de tout ce qu'on peut appeler les polices d'écriture. Autrement exprimé, la zone reconnaîtra la forme des mots et les composantes des mots, qu'ils soient en italique, en gras, en majuscule, en minuscule, quelle que soit la forme que prend le mot, la lecture, la zone lira ce mot. Ça s'explique aussi de manière très simple, parce que ça voudrait dire que sinon, on ne pourrait pas lire l'écriture manuelle. Et moi, j'écris extrêmement bien, par exemple. Mais qui est une écriture absolument illisible, si vous ne reconnaîtriez, si le cerveau ne reconnaîtrait que l'écriture normalisée, jamais vous n'arriveriez à lire ce que j'écris. Or, vous y arrivez. C'est bien que la police de caractère ne joue en rien. Ni la taille, ni la police ne jouent dans la lecture des caractères. C'est justement une question qui se pose avec la dyslexie. Vous aurez un cours sur la dyslexie, mais il sera fait par les psychologues. Je ne suis pas très compétent sur la question. Enfin, je suis compétent comme un prof de français, je ne suis pas compétent comme un psychologue ou un orthophoniste. Mais la dyslexie, ça peut justement être un problème lié à cet fonctionnement, à fonctionnement de cette dimension-là de la lecture, de la zone de lecture, à savoir qu'elle ne reconnaît plus des formes qui sont différentes au point de vue des polices de caractère. Donc, il faut la rééduquer pour qu'elle, cette zone, pour qu'elle fonctionne. Qu'est-ce qu'elle a encore comme caractéristique? Eh bien, elle s'active de manière identique, quelle que soit la zone d'apparition du mot. Là encore, pensez en publicité de long de la route. Le panneau est là, le panneau est là, il est là, il est là, il est là, il est là. À partir du moment où l'œil tombe dessus, l'œil le lit où qu'il soit dans l'espace. Et puis enfin, dernier élément, c'est que la zone s'active avant que le sens ne se fabrique. Là aussi, c'est logique. C'est-à-dire que vous n'allez pas repérer un mot et puis ensuite repérer comment il est écrit. Vous allez repérer que c'est de l'écrit, et seulement une fois que vous avez repéré que c'est de l'écrit et que la zone s'est activée pour le découper, la zone va puiser dans la zone mémoire pour regarder si elle arrive à lire ce mot, si elle a les éléments nécessaires à la lecture de ce mot. Voilà pourquoi, quand vous avez des dessins, une ordonnance de médecin, vous allez quand même essayer de la lire, bien que ce soit illisible. Parce que vous supposez que c'est lisible par définition, la zone s'active, et vous allez chercher, dans un second temps seulement, à quoi ça peut correspondre. Une écriture d'un mot qui n'existe pas, un ensemble de lettres qui forment un mot qui n'existe pas, ben, il n'empêche que la zone va s'activer et elle va essayer de se rapprocher de ce qui pourrait exister. Donc la lecture, c'est une spécialisation du cerveau. Ça, c'est l'idée qu'il faut avoir. Spécialisation du cerveau. Ça, c'est pour la partie cérébrale. Maintenant, sur la partie physiologique proprement dit. Cérébrale, partie physiologique. C'est la vue qui intervient. C'est la vue qui est notre organe de lecture. L'œil, la pupille, il y a au centre de la pupille un point de focalisation.
une sorte de pointe de l'œil, si vous préférez, un endroit où l'œil va focaliser ce que l'on va voir. C'est un endroit précis qu'on appelle la fovea. C'est du latin, fovea. Ça veut dire la pointe de la pupille, le centre de la pupille. Cette fovea, c'est elle qui va lire. Mais comment va-t-elle faire? Vous avez ici un exemple, un texte. Cet homme était marié depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il avait l'habitude de quoi? De sentir une femme près de lui. Toujours, il était accoutumé à ses soins, à cette, bon, etc. L'œil, il va se positionner, grosso modo, entre 3 et 5 caractères du début. Il va se positionner ici. Et l'œil va faire une photographie. Il va faire une photographie des 3 caractères avant et 5 caractères après. Ça peut être un peu plus, ça peut être 5 et 7, bon, 3, 5, on va dire. Il va transférer ça à la zone de mémoire. Il va lui dire, ou pas, si ça correspond à quelque chose qu'il connaît. Si ça correspond à quelque chose qu'il connaît, eh bien, l'œil va faire un saut, nouvelle photographie, un saut, nouvelle photographie, un saut, nouvelle photographie, un saut, nouvelle photographie, etc. L'œil, il va sauter de 10 lettres en 10 lettres, disons, en repérant à chaque fois ce qui est avant, ce qui est après, pour interpréter cela. Comment on le sait? Ben, on met une caméra en face de quelqu'un qui lit, on lui met un texte, on regarde comment l'œil bouge, et on sait que l'œil vient de millisecondes, oui, 150 millisecondes, 170 millisecondes, 210 millisecondes, l'œil saute comme ça. Simplement, le principe de lecture n'est pas toujours un principe linéaire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut arriver, quand on fait la photographie, le stylo, quand on fait la photographie, on coupe des mots en plein milieu. On coupe des mots en plein milieu. Donc, il faut après que la zone d'interprétation, elle comprenne quel est ce mot. Et si elle n'y arrive pas, eh bien, l'œil revient en arrière. Revient en arrière et s'arrête un peu plus longtemps sur le point qui n'a pas été compris. Vous voyez, par exemple, ici, ça commence comment? Ça commence comme ça. Photographie de ça et de ça. L'œil passe après. Photographie de ça et de ça. Et puis là, l'œil s'aperçoit qu'il n'a pas compris. Il n'a pas réussi à interpréter ce que c'était. Donc, retour en arrière, ici. Retour en arrière. Rephotographie. Et ça repart. Ça repart. Ça repart. Ça repart. Ça repart. Là, de nouveau, l'œil arrive ici. Il photographie ça. Il passe là. Et il se dit, j'ai rien compris. Retour en arrière. Et arrêt. Et en millisecondes, c'est très clair. L'œil, il saute tous les 160, 150, 170 millisecondes. 160, 150, 170, 210, 170, 120. Et puis quand il ne comprend pas, il revient en arrière. Et là, il reste plus longtemps. 250 millisecondes, 300 millisecondes. Il reste plus longtemps parce qu'il a besoin d'affiner la photographie. Il a besoin de faire fonctionner la zone de reconnaissance de manière un peu plus fine. Ça a une importance extrêmement grande sur la lecture, c'est qu'on ne lit pas des lettres. Et on ne lit pas des mots non plus. On ne lit pas des lettres, on ne lit pas des mots. On lit des suites de caractères. On lit des suites de caractères, et ces suites de caractères, on arrive à les interpréter en mots différents, ou pas. Et si on n'y arrive pas, ben, le cerveau revient en arrière. Deux conséquences. Un petit texte qui circulait sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de prendre ça. Aucun mot.
Il n'y a aucun mot du vocabulaire là-dedans. C3, M3, 5, 5, 4, 9, 3, 3, 5, 7, B, 1, 3, N. Sauf que, comme on a une invariance de la lecture au point de vue des caractères, ben ça, bien que le 3 soit comme ça et que le E, lui, soit comme ça, ce message est bien difficile à lire, mais votre cerveau s'adapte rapidement. Au commencement, c'est difficile, mais maintenant, vous y parvenez sans difficulté. Cela prouve à quel point votre cerveau est automatiquement, sans effort de votre part, lit, je dis un mot, automatiquement. Soyez fiers, certaines personnes en sont incapables, ça c'est faux, vous faites les réseaux sociaux, il faut partager, moi je sais, moi les autres ils ne savent pas, non. Sauf si vous êtes dyslexique. Alors là, si vous êtes dyslexique, vous n'arrivez rien à lire du tout. Partagez si vous avez réussi à lire ce texte. Voilà. On sait pourquoi. Ben parce que vous avez fait une photographie de ça et de ça. Et puis ensuite une de ça, une de ça, une de ça. Puis très rapidement, le cerveau a intégré le code que les E, c'est des 3 inversés, que les S, c'est des 5, que les T, c'est des 7. Et puis, le cerveau a réussi à lire. Et ça a une autre conséquence tout aussi importante. Puisqu'on ne lit pas des mots, l'ordre des mots, pardon, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance non plus. Vous photographiez ça. Photographiez ça. Donc ça nous fait S, N, E, O, N, U, N, E. Le cerveau puise dans la mémoire, puise dans la bibliothèque et regarde ce qui pourrait exister qui commence comme ça avec ces lettres-là. Et il ne trouve pas grand-chose. Il trouve solution. Solution, c'est quand même un peu loin. Il trouve solitude, il trouve... il trouve selon. Ça, une photographie de ça. Uvinaire. Bon, ça peut être quoi, uvinaire? Ça peut être univers. Ça peut être... ça peut être l'université. Il photographie ça, il cherche, et puis il coïncide avec ce qu'il a en bibliothèque. Selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. La seule chose importante est la première lettre et la dernière lettre. Première et dernière. Première et dernière. I, E, I, E, D, E. Et tout le reste n'a pas d'importance pour lire. Parce que le cerveau, il fonctionne comme un dictionnaire. Vous voyez ça, le on, vous cherchez dans les S, puis vous regardez tout ce qui existe. Et en l'occurrence, il ressemblera à ça, vous n'en trouverez qu'un seul. Donc c'est celui-là. Uvinertisé, vous n'en trouverez qu'un seul. Université, donc c'est celui-là. Ça explique pourquoi on fait des fautes d'orthographe. Ça explique pourquoi, quand on se relit, on ne voit pas les fautes d'orthographe. Vous allez voir ça quand vous allez attaquer votre mémoire, il sera plein partout de fautes de frappe, plein de fautes d'orthographe. Parce que vous avez écrit quelque chose, les lettres sont à peu près dans le bon ordre. Quand vous allez lire, vous allez vous passionner par le sens et non pas par la forme. Et donc, vous allez tout photographier et faire coïncider avec les éléments qui fonctionnent. Le préavo, HMO1, c'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même, mais le mot comme un tout. La preuve, vous avez lu ce texte sans souci. Conséquence qu'il faut en tirer, c'est que le cerveau, c'est un outil qui photographie des suites de lettres et qui les lit. Et comment les lit-il? Il les lit en les rattachant à une bibliothèque, à un dictionnaire, à une suite de mots intégrés. Donc on ne lit pas les lettres. Et on ne lit pas les mots non plus. On lit des suites de caractères qu'on fait coïncider avec des pièces de puzzle en quelque sorte. Là.
un puzzle, une pièce avec une forme, on fait coïncider la forme et la pièce. Le résultat, c'est que nous avons deux grandes méthodes de lecture qui ont très rapidement été proposées pour apprendre à lire. Il y a une méthode qui est finalement la méthode scientifique et une méthode qu'on pourrait dire une méthode plutôt empirique. Nous avons deux grandes méthodes élaborées pour apprendre à lire. La méthode qu'on appelle alphabétique, qu'on appelle aussi syllabique, et la méthode qu'on appelle globale, méthode qui consiste à... Attendez, je vais ça. Méthode qui consiste à repérer non pas les lettres, mais à repérer directement les mots. Alors, c'est une grande querelle inexistante du système éducatif français. Tenez, voilà, ce que je viens de projeter là, c'est le texte que vous avez là. Passer. C'est vers l'avant. Dès qu'on a essayé de généraliser l'apprentissage de la lecture dans une population vaste, on s'est demandé à comment on apprenait à lire, quelles étaient les méthodes les plus simples pour apprendre à lire. Et ces méthodes les plus simples, ben finalement, il y en a deux. Et il y a celle qui consiste à dire nous avons une relation entre les lettres et les sons. Si nous écrivons porte, eh bien, il y a une relation entre le P et le P, le O et le O, le R et le RE, le T et le TE. Donc, porte, ça doit s'écrire comme ça. Donc, apprendre à lire, c'est repérer toutes les lettres et réinvestir ça au point de vue du son. C'est ce qu'on appelle la méthode syllabique. C'est la méthode qui permet de lire des mots qu'on ne connaît pas. Puisque si vous avez un mot que vous ne connaissez pas, voilà un mot, c'est un type de chien, cardin, un type de chien. Eh bien, ce type de mot, il n'est pas dans votre bibliothèque, vous ne le connaissiez pas, et pourtant vous êtes capable de faire que A, RE, 2, 1, cardin. Vous avez associé un symbole écrit à un symbole sonore. Un graphème à un phonème. C'est ce qu'on appelle la méthode syllabique ou la méthode alphabétique. C'est celle qui prévaut dans notre langue puisque nous écrivons de manière alphabétique. Nous écrivons de manière alphabétique, nous écrivons des lettres. Le problème, c'est qu'il n'y a que 60% des mots du français qui s'écrivent de manière phonétique. Il y a 60% des mots qui ne s'écrivent pas comme ils se... Il y a 40%, pardon, des mots qui ne s'écrivent pas comme ils se prononcent. Les redoublements de N, les finales, qui sont différentes, un T au bout, un S au bout, les EAU, grande star de l'écriture graphophonologique, oiseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres, et même si j'en mettais une septième, 7 lettres, aucune qui se prononce normalement. Le O ne se prononce pas O, le I ne se prononce pas I, le se prononce ZE, le E ne s'entend pas, le A ne s'entend pas, le U ne s'entend pas, le X ne s'entend pas. Aucune de ces 7 lettres-là ne se prononce comme elle s'écrit. Donc, évidemment, ça pose un problème sur la méthode graphophonologique. Il n'empêche que c'est la méthode qu'on utilise tout le temps et partout et depuis toujours. La relation, oui. Ça doit circuler, j'en ai fait 50. Combien il en manque? Il en manque 3. Ah oui, non, non,
Fallait pas donner une paquet. Hop. Depuis 50 ans, périodiquement, toute la presse réactionnaire dit les élèves ne savent plus lire, c'est à cause du fait qu'on n'utilise plus la méthode syllabique. C'est complètement idiot. Tout l'enseignement du français depuis toujours se fait avec cette méthode syllabique qui consiste à associer un son avec une lettre avec un son. Mais on a une autre méthode qui s'est développée au XVIIIe siècle, qui est ce qu'on appelle la méthode globale. Et cette méthode globale, hélas pour elle, c'est celle qui a été validée par la science. C'est celle qui a été validée par le fait que le cerveau lit de manière globale. Comme je vous l'ai montré, le cerveau ne lit pas des lettres, il lit des blocs. Et ces blocs ne sont même pas des mots. Donc le cerveau, il photographie. Selon une étude de l'université de Cambridge, on arrive à lire ça. Ce message est bien difficile à lire, on arrive à lire ça. Cependant, oui, 18. Donc vous avez la date au-dessus ici, 1787. Les journalistes d'association font comme si en France, on apprenait à lire que de manière globale, comme si on apprenait à lire que des blocs de mots sans jamais regarder l'écriture. Comme s'il y avait une méthode globale d'apprentissage de la lecture qui avait détruit la relation que les enfants avaient à la lecture, qui avait fait s'effondrer le principe de lecture. C'est complètement faux. Jamais cette méthode globale, elle n'avait véritablement été employée parce qu'elle a des limites. Lire des blocs seulement implique qu'on ne puisse pas lire des mots qu'on ne connaît pas. Donc, il faut nécessairement, à un moment donné, lire les lettres. Dans un mot qu'on connaît, on fait une photographie globale. Dans un mot qu'on ne connaît pas, on est obligé de s'arrêter sur chacune des lettres. Il n'empêche qu'il existe une méthode globale. Alors, voilà le descriptif de ce qu'elle est cette méthode. C'est un texte donc, qui a été republié par Nicolas Adam, par Grommer et Weiss en 1990, mais d'un auteur qui s'appelle Nicolas Adam, qui date de la Révolution française un peu avant. Donc, que nous dit-il? Nicolas Adam a publié en tête de sa vraie manière d'apprendre une langue quelconque, 1787, quelques pages intitulées Nouvelle manière d'apprendre à lire aux enfants sans leur parler de lettres et de syllabes. Et il va s'étonner du fait qu'on ait pris jusqu'à présent d'autres méthodes, mais des méthodes contraires à l'intérêt de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va à la fois nous défendre le principe que la lecture, elle est non pas de lettres, mais qu'elle est élargie pour lui aux mots. On ne lit pas des lettres, on lit des mots. Et puis, il va essayer de faire une programmation. Et il va essayer d'estimer qu'est-ce qu'on doit apprendre en premier et comment on doit le faire. C'est à la fois didactique, programmation des mots, et pédagogique, comment on doit faire. Alors, lecture. On les tourmente, les enfants, longtemps, pour leur faire connaître et retenir un grand nombre de lettres, de syllabes, de sons, où ils ne doivent rien comprendre parce que ces éléments ne portent en eux aucune idée qui les attache ou les amuse. Et là, il y a une idée très moderne, c'est que pour apprendre, il faut que ce soit amusant. On apprend en jouant, on apprend avec des activités intéressantes, on apprend avec des activités ludiques. Et puis, il y a une autre idée très moderne en linguistique, c'est que les lettres et les sons n'ont pas de sens en soi. C'est la double articulation du langage. Les sons, les phonèmes n'ont pas de sens. Et les graphèmes n'ont pas de sens non plus. Donc, Nicolas Adam, 2 siècles avant, avait déjà l'intuition de cela. Il faut apprendre en jouant. Et puis, phonèmes et graphèmes n'ont pas de sens en eux-mêmes. Lorsque vous voulez faire connaître un objet à un enfant, par exemple un habit, vous êtes-vous jamais avisé de lui montrer séparément les parements, les décorations, puis les manches, puis le devant, les poches, les boutons? Non. Mais vous lui dites, vous lui faites voir l'ensemble et vous lui dites, voilà un habit. C'est ainsi que les enfants apprennent à parler ou prennent leur nourrice. Pourquoi ne pas faire la même chose pour leur apprendre à lire? Donc, jetez les alphabets, tous les livres français et latins, amusez-les avec des mots entiers à leur portée,
qu'ils retiendront plus aisément, avec plus de plaisir, que toutes les lettres et les syllabes imprimées. Alors, comment faire? Comment faire? Eh bien, il fait une proposition. Je fais ça. Il fait une proposition qui est finalement la proposition dont je vous parlais tout à l'heure avec les étiquettes des enfants. Vous allez prendre un mot et ces mots, vous allez les mettre en scène différemment pour aider les enfants à les apprendre. Vous allez prendre des couleurs différentes, des formes différentes, des textures différentes, et vous allez dire à l'enfant, bah, ça c'est loup, ça c'est chat, ça c'est chien, ça c'est souris. Que va faire l'enfant? Il va faire une photographie. On va faire une photographie de ça, et après, quand vous lui direz, bah, alors où est-ce qu'il y a écrit loup? Eh bien, il se rappellera que c'est le mot en bleu écrit en rond, avec ça dedans. Quand vous lui demanderez où est le chien, ben il se rappellera que c'est le mot écrit en vert avec une forme rectangulaire. Et puis, pour arriver, ça c'est l'étape 1, et puis on partira après par des étiquettes normalisées avec les mêmes mots dessus, loup, chien, et l'enfant les lira. Pourquoi? Ben, à cause de cette faculté de la zone de lecture qui fait une photographie. Elle n'aura plus besoin de la forme du papier différent, ni de la couleur d'écriture, ni des motifs. Elle n'aura plus besoin que de chiens, de loups, etc. pour faire sa photographie. Et quand je vous dis que les étiquettes verbales, elles ont un portrait, une lettre en vert, en rouge, en bleu, le reste du mot, c'est parce qu'on fait une photographie qui met des éléments. Portrait, initiale de couleur, reste des lettres. Étape 2, on supprime le portrait. Ben, la photographie, elle va continuer à fonctionner. Puis après, on supprimera les couleurs. Ben, la photographie, elle va continuer à fonctionner. Pour aider la photographie à faire, on met les codes, puis après, on supprime les codes. Il n'y a plus que la photographie du mot. Alors évidemment, le problème, comme disait le texte de Cambridge, c'est entre cette photographie-là et cette photographie-là, le cerveau ne fait pas la différence. Puisque le cerveau, de toute façon, n'a pas d'option autre que loup. Donc, ça, c'est loup, tout autant que ça. Si vous n'apprenez à lire qu'avec une méthode globale, vous êtes dyslexique, très gravement dyslexique. Parce qu'en fait, vous ne faites pas du tout de la distinction entre l'intérieur, dans ce qu'il y a à l'intérieur des mots. Vous les reconnaissez, ça, vous savez lire, vous savez tout lire, enfin, tous les mots que vous connaissez, tous les mots que vous avez déjà vu écrire, vous les connaissez, mais vous êtes incapable de distinguer ceux qui sont bien écrits de ceux qui sont mal écrits. Et ça, Nicolas Adam ne le sait pas quand il fait cette proposition-là. Donc, éloignez d'eux les alphabets. Écrivez en beaux caractères sur un chiffon de papier « Papa ». Montrez-le à votre enfant et dites-lui que c'est papa. Il ne vous croira sûrement pas. Faites lire ce papier en sa présence au premier venu, à plusieurs personnes successivement. Alors, il commencera à vous croire. Il voudra revoir le papier, qu'il examinera avec attention, qu'il photographiera. Là aussi, il y a une idée très importante en pédagogie qui s'exprime, c'est qu'en fait, l'enfant expérimente le monde. Vous lui dites « papa », il n'y croit pas, c'est ce que c'est son père. Mais vous lui montrez qu'il y a une association, il y a une réalité entre un objet extérieur et sa transposition écrite. De même que là, on transpose entre une photographie et une modalité écrite. De même qu'en numération, ce serait une activité très importante, on transposera ceci, qui est un code, en ceci, 5 doigts, qui est un autre code, en ceci, qui est un autre code, en ceci, qui est un autre code, et puis en ceci, là, comme ça, qui est un autre code,
Ben, tout ça, c'est équivalent. Ça, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1. 1, 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 et puis ben, ça se dit 5, là il y en a 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 5. Transposition. Transposition d'un code à un autre. Donc il ne vous croit pas, mais va expérimenter le monde, donc il vous croira. Il n'ira pas comme les autres et le voudra faire lire à son tour. Prêtez-vous à ce badinage, à cette plaisanterie, écrivez sur un autre papier de formes différentes, la forme est importante pour la photographie, maman. En moins d'un quart d'heure, vous verrez qu'il les distinguera à merveille. Sans doute la forme des deux papiers contribuera longtemps, beaucoup à cette opération, mais pourquoi lui refuser ce petit secours? D'ailleurs, il n'en aura pas besoin longtemps. Ce jeu fini, ayez soin de mettre ce commencement de provision dans une boîte dont vous ferez présent à l'enfant. Elle deviendra bientôt son plus précieux trésor. Là aussi, c'est très moderne en pédagogie. C'est qu'on n'apprend pas des choses qui sont vides de signification dans le monde extérieur. Il faut en faire un usage. Pourquoi est-ce qu'on fait des costumes pour Halloween, des dessins pour Halloween, des dessins pour la fête des mères, des trucs pour ceci ou pour cela? Parce qu'on réutilise des affichages, parce qu'on réutilise. On montre qu'on ne travaille pas pour travailler, mais qu'on travaille pour un intérêt extérieur. Toutes les fois que vous le trouverez de bonne humeur, demandez-lui à voir papa et maman, faites-lui porter ses papiers d'une chaise à l'autre, car les enfants aiment le mouvement. Là aussi, ça s'explique de manière psychologique. C'est le troisième objet de la cycle 1 dont j'ai parlé, c'est la maîtrise de l'espace social. Les enfants, ils aiment particulièrement bouger les objets sur toutes les surfaces. Ils trimballent les affaires, ils trimballent les stylos, ils trimballent les poupées, ils trimballent les voitures, ils trimballent les... Voilà. Pourquoi? Ben, c'est de l'expérimentation de l'espace. C'est de l'appropriation de l'espace. C'est de même que le chien urine sur tous les poteaux, c'est pour s'approprier l'espace. Eh bien, l'enfant promène ses mains, ses objets, sur tous les objets, tous les espaces, et les objets qui l'entourent, c'est pour se l'approprier. Glissez-en un troisième puis un quatrième sur lequel vous aurez écrit mon frère, ma sœur ou tout autre objet que l'enfant connaisse. Et l'expérience vous convaincra que votre jeune élève mettra beaucoup moins de temps à savoir ces 6 mots, papa, maman, mon, ma, frère, sœur, qu'il n'aurait fallu pour le rendre capable de distinguer sûrement un A avec un B ou un C. Photographie du cerveau. C'est une méthode, vous voyez, qui coïncide parfaitement au fonctionnement cérébral. Lorsqu'il y aura dans la boîte 2 ou 3 douzaines de ces papiers, écrivez de nouveau ces mêmes mots sur des cartes à jouer égales. Faites-les accoupler par l'enfant avec le papier et la carte correspondante. En très peu de temps, les papiers deviendront inutiles. Seuls les assemblages de lettres qui composent les mots, l'assemblage suffira pour les faire prononcer sur les cartes. Multipliez ces cartes de jour en jour à mesure que l'enfant profite, grandit, observant scrupuleusement de n'y mettre que des objets connus comme les petits meubles de l'enfant que l'enfant manie, les choses qu'il mange, les fleurs, les fruits, les animaux. Quand vous les aurez fait monter au nombre de 300 ou 400 et qu'il les saura imperturbablement, écrivez-lui sur d'autres cartes de petites phrases intéressantes pour lui, par exemple, qu'il a été sage, qu'il a été obéissant, qu'il n'est point gourmand, qu'il a été généreux, charitable. Bon, c'est des exemples du 19e. Hein. Pas sûr qu'un enfant sache ce que c'est que généreux, charitable, etc. Vous ne sauriez croire avec quelle rapidité il apprendra à lire une centaine de ces petits éloges. Et voilà sa conclusion. Pensez que quand vous lisez, vous ne lisez pas des mots, mais des phrases entières, et non pas des lettres et des syllabes. Et que quand vous chantez, vous saisissez tout à la fois des mesures entières, et non pas des simples notes. Donc la méthode de Nicolas Adam, elle est très moderne dans sa pédagogie. On joue, on transfère sur des supports différents, on s'approprie l'espace, on apprend des choses qui ont un intérêt pour toi et dans l'immédiat. Elle a un grand intérêt aussi, c'est qu'elle coïncide au fonctionnement du cerveau. Mais, elle a une limite, qui est aussi le fonctionnement du cerveau.
de fonctionnement du cerveau qui photographie sans regarder le détail. Et il a une deuxième limite, c'est qu'on ne peut lire que ce qu'on a vu déjà, que ce qu'on a déjà photographié. Pour lire des mots inconnus, ce qui est quand même le b.a.-ba de toute lecture, pour lire des mots inconnus, il faut passer par un autre type de lecture, qui est la discrimination graphophonétique, graphophonologique. Dans une méthode de lecture actuelle normale, on va cependant associer les deux phénomènes, les deux modes de lecture. La lecture qui est graphophonologique, qui est la base de tout apprentissage de la lecture, et la lecture qui est globale. En effet, chaque leçon se termine en général par l'apprentissage de ce qu'on appelle des mots-outils, c'est-à-dire des mots dont on a besoin au quotidien, mais dont l'écriture est complètement aberrante. Par exemple, un des premiers mots qu'on apprend dans une première leçon de CP, c'est le mot « est ». Pourquoi? Parce qu'il a déjà 3 lettres, mais aucune ne se prononce normalement ou presque. EST, où il est le te, où il est le se. Donc on dira aux élèves, voilà, on associera par exemple avec les élèves le son A avec la lettre A. Bon, on fera tout un parcours là-dessus. Et puis en fin de leçon, mot-outil est il y a, il était une fois. Des mots qu'on va pouvoir réutiliser immédiatement dans n'importe quel texte. Et l'élève, on va lui dire, tu vois, chaque fois que tu photographies ça, chaque fois que tu vois ça, c'est et, c'est il y a. Alors pour le détail, il y a beaucoup de lettres, tu l'apprendras plus tard, le détail. Pourquoi ça fait il y a, pourquoi ça fait il était une fois. Mais là, pour l'instant, pour faire ça, on aura besoin. Et donc, on associe la découverte graphophonologique à des mots-outils qu'on apprend en méthode globale, mais 2 ou 3 à chaque leçon, 2 ou 3 seulement. Des mots trop compliqués pour qu'on puisse les lire immédiatement, mais qu'on voit apparaître dans tous les textes. Oui, le premier jour, vous avez appris EST. La leçon qui suit, il y a un petit texte. Est-ce que vous le repérez, le est dans le texte? Est-ce que quelqu'un l'a repéré? Il était écrit comme ça. Est-ce que vous le voyez dans le texte? Discrimination visuelle. L'élève, il dira, ah oui, tiens, ça, j'ai repéré. J'ai repéré ce mot-là, là, j'arrive. Alors, je vous montre un peu des manuels très extrêmes dans leur fonctionnement. Ça marche? Je suis toujours sur Moodle. Voilà un manuel des années 70. Manuel des années 70. Il va nous mettre en place des personnages. Ces personnages, ils vont être présents avec des couleurs un peu différentes. Ils vont être présents avec des associations de mots. On a par exemple ici une écriture à la main, cursive, Patou, Mickey. Et puis on a du Patou et du Mickey, ici et ici. Et puis on a un mot qui, là il y a un mot, voici, voici. Et puis sur les premières leçons, on va apprendre justement des mots comme ça de manière globale. Voici, est, Patou, Mickey, est. Patou est avec Mickey. Mickey est avec Patou. Et puis seulement apparition de quelques lettres. Quelques lettres. On entend beaucoup de i, elles sont là. Mais le cœur de l'apprentissage, ça commence par un apprentissage qui est centré plutôt sur des mots. Voici, est, joue, est, on se dit pas tout. Et avec ça, on peut faire plein de mots, plein de phrases. Hein. Mickey joue avec Patou. Voici Mickey, voici Patou. Mickey joue
pas toujours. Et puis, en concurrence, on apprend maintenant, après le I, à repérer une deuxième qui est le P. Ce manuel, donc, il reposait plutôt sur la méthode globale, auquel on investissait petit à petit une ou deux lettres à chaque fois. À l'autre extrémité, ça c'est un manuel des années 2000, on ne fait que de la graphophonologie. Il n'y a aucun mot. A, I, A, I, A, R, A, F, Y. Voilà, on apprend qu'il y a différentes graphies. On a vu le son re, enfin on a vu le son A et I sans doute. Là, on attaque le re. Re A, re I, A, re, I, ri. Bon, il n'a aucun mot. On ne fait vraiment que de la graphophonologie. Et puis, on a quelques mots qu'on a fini par apprendre parce qu'on maîtrise quelques lettres. Et ra, par exemple, on efface un petit peu le T, parce qu'évidemment, il est aberrant. On ne s'entend pas. Un ra, a, ri. Grande puissance, vous voyez, de ce qu'on peut lire. Il y a un rat. Il ira. Hugo rit. Bah, on associe les lettres qu'on a déjà vues. Mais quand même, on a besoin un peu de mots-outils. Il y a un il. Ça, je n'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui pourquoi ça s'écrit, que ça se prononce comme ça. Apprenez-le par cœur. Il y a un il. Ça permet de fabriquer des petites phrases. Que de la graphophonologie. Alors, la vérité est dans l'entre-deux, comme souvent. Nous avons une langue qui s'écrit avec un alphabet, donc nous avons une langue qui est graphophonologique dans sa lecture. Mais ça n'empêche que notre cerveau ne s'applique pas tellement à lire de manière graphophonologique. Vous voyez, il y a une petite idée là qui est très difficile à faire comprendre à la population normale, c'est qu'il y a des outils qui sont peu adaptés au cerveau. Ce n'est pas parce qu'on a inventé un outil que l'outil est forcément le meilleur. Je vais vous donner un exemple qui m'a été soufflé par Alain Aspect, qui est le prix Nobel 2022 de physique. Il prenait un exemple sur le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est un jeu une sorte de jeu de dames, en quelque sorte. Et depuis qu'on a des ordinateurs, en gros, les ordinateurs battent les humains au jeu de Go. Alors, le jeu de Go, il est inventé par les humains. C'est une invention des humains. C'est une invention du cerveau humain. Donc, nous sommes bons au Go, parce que nous l'avons inventé. Mais au bout du compte, un ordinateur est meilleur que nous. Pourquoi? Parce que notre cerveau est bon au Go, mais notre cerveau n'est pas le meilleur outil qu'on puisse trouver pour jouer à ce jeu-là. Le fonctionnement de l'ordinateur coïncide mieux aux règles du jeu de Go que le fonctionnement du cerveau humain. Et donc, quand un humain joue au Go contre un ordinateur, il perd, parce que l'ordinateur est plus adapté à gagner, à jouer, que le cerveau humain, bien qu'on l'ait inventé. On pourrait prendre tout un ensemble d'exemples, d'outils que nous avons inventés, et d'outils pour lesquels nous ne sommes pas bons. Si on fabrique des robots partout dans l'industrie, c'est parce que nous avons créé des robots, mais à un moment donné, le robot a des compétences supérieures aux nôtres. En calcul, par exemple, les ordinateurs ont des capacités supérieures aux nôtres. Nous les avons inventés très bien, c'est une grande invention, mais maintenant, quand on compare les capacités du cerveau humain et les capacités d'un ordinateur sur ces questions-là sont supérieures aux nôtres. Donc, ce n'est pas parce que nous l'avons inventé que nous sommes forcément les meilleurs dans ce domaine-là. Ce n'est pas parce que nous avons inventé l'écriture alphabétique que c'est celle qui fait fonctionner le plus simplement le cerveau. Ce qui ferait bien fonctionner le cerveau, c'est plutôt les écritures qui sont idéogrammiques. Vous vous rappelez, les écritures idéogrammiques, celles qui fonctionnent avec des dessins de japonais, de chinois, les hiéroglyphes, parce que le cerveau fait une photographie d'un objet et l'associe à ce qu'il a en réserve. Et donc les peuples qui lisent des langues idéogrammiques, eh bien, ils font fonctionner de manière plus pertinente leur cerveau que nous qui lisons de manière alphabétique. Il n'empêche au bout du compte qu'on écrit le français de manière alphabétique, il faut donc apprendre à lire de manière alphabétique. Voilà pourquoi, quand on regarde un manuel,
Là, vous avez 4 pages de manuel. On s'aperçoit que la partie graphophonologie, c'est ce qui domine les 3 quarts, les 4 quarts, dirait-on, du manuel, et le 5e quart, le dernier 5e, eh bien, c'est quelques mots de manière globale. Donc, comment apprend-on à lire? Eh bien, on apprend à lire de manière graphophonologique pour un cerveau qui est apte aussi, avec des limites, mais apte à lire de manière globale. J'arrête là pour aujourd'hui. Nous ferons encore une séance là-dessus, un dernier cours qui consistera à comparer des manuels. Comment s'organisent des manuels et comment on utilise des manuels pour apprendre à lire. Bien, c'est tout pour aujourd'hui.